Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Wars. Nous sommes le 7 janvier 2022. Je vous souhaite donc une excellente année et je vous propose de tordre le cou aux Cassandres en vous souhaitant beaucoup de bonheur et de positivisme pour les 12 prochains mois. En attendant, au sommaire cette semaine, 5 articles. Commerce de détail, quelle tendance pour du commerce social atteindra 1,2 milliard de dollars d'ici 2025 sur Fashion United. Cajou, Gorillaz, le quick commerce grignote déjà des parts de marché au super-aide des villes, à lire sur bfmtv.com. PrestaShop, nous voulons devenir la plateforme e-commerce de référence dans le monde, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, c'est quoi le Web 3, cette nouvelle version d'Internet qui fait parler d'elle, à lire sur Les Échos. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Commerce de détail, quelle tendance pour 2022 à lire sur Forbes.fr en date du 2 janvier 2022. Pour de nombreux acteurs du secteur de la vente de détail, en 2021 a été une année plus difficile que 2020, avec des changements majeurs dans les dépenses de consommation et une fatigue croissante dans la gestion de l'impact de la pandémie. La plupart de ces acteurs attendent avec impatience la nouvelle année. En ce qui concerne l'année 2022, beaucoup de choses restent incertaines. L'année 2021 s'achève avec le spectre d'un variant à propagation rapide qui causera à nouveau des perturbations. Indépendamment de l'incertitude, la pandémie a continué à accélérer les tendances observées dans le secteur du commerce de détail, dont plusieurs continueront à avoir un impact profond en 2022. Des consommateurs conscients et des préoccupations environnementales. Les détaillants doivent évoluer avec le consommateur pour conserver la pertinence de la marque en 2022 et au-delà. Les marques doivent mettre en avant leur culture et leurs objectifs. Le développement durable doit être au cœur de leur activité et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, déclare Kyle Monk, directeur du département Insight and Analytics du British Retail Consortium. Le consumérisme conscient qui remodèle le comportement des consommateurs depuis plusieurs années continue d'être une force avec laquelle il faut compter. Des préoccupations environnementales au désir de voir une meilleure représentation dans les produits vendus, le consommateur de 2022 s'attend à ce que les entreprises auprès desquelles il achète fassent mieux. Dans notre étude révèle que 90% des consommateurs sont plus que jamais préoccupés par la durabilité, explique Chris Biggs, responsable mondial de la vente au détail pour le BCG.
Au Royaume-Uni, 41% des Britanniques ont reconnu que les choix de produits recyclables et les emballages durables influencent leurs décisions d'achat et 70% sont prêts à payer un supplément de prix de 5% pour des produits durables. Comme les clients optent de plus en plus pour des produits plus respectueux de l'environnement, les détaillants ont été encouragés à faire de la durabilité une véritable priorité. En 2022, il appartiendra aux marques et aux détaillants de ne pas se contenter de parler de leurs références écologiques, mais de convaincre le client que leurs efforts sont réels. Une étude du Chartered Institute of Marketing montre que 63% des clients souhaitent que les marques parlent davantage de leur plan de développement durable, mais restent sceptiques quant à leur authenticité. Une prise de conscience croissante de la nature limitée des matériaux vierges et du rôle important de l'économie circulaire jouera pour minimiser l'impact environnemental de la vente de détail à alimenter le marché de la revente. L'achat de Depop par Etsy et l'entrée de Fafertech sur le marché de la vente ne sont que deux exemples de la manière dont les détaillants établis cherchent à tirer parti de cette tendance. Une étude de ThredUp suggère que le marché mondial de la revente de mode doublera pour atteindre 77 milliards de dollars d'ici 2025, avec des taux de croissance qui devraient être 11 fois supérieurs à ceux du commerce de détail de vêtements traditionnels. Avec la prolifération de nouvelles plateformes qui apparaissent pour tirer parti de cette tendance, la revente connaîtra sans aucun doute une croissance énorme en 2022 dans le secteur de la mode, mais aussi dans d'autres domaines comme les articles ménagers ou l'électronique. En 2022, le client voudra que les entreprises soient régénératrices. Il s'attendra à voir des produits réfléchis et inclusifs qui répondent à ces critères de durabilité, soutenus par la transparence et le respect rigoureux d'un code éthique pour le convaincre que les entreprises auxquelles il achète font plus de bien que de mal. Commerce social et diffusion en direct sur Internet. 2022 est l'année où nous verrons le modèle du commerce social, un commerce profondément intégré qui rencontre les consommateurs là où ils se trouvent et qui ne perturbe pas leur expérience, se répandre sur davantage de plateformes et dans davantage de secteurs, déclare Amir Kabara, directeur des produits de Shopify. Après une année record pour les achats en ligne en 2021, le shopping social, le secteur du commerce électronique qui connaît la croissance la plus rapide, façonnera la façon dont nous faisons nos achats et l'endroit où nous les faisons en 2022. Monsieur Kabara s'attend à ce que toute plateforme disposant d'un public commence à monétiser cette plateforme par le biais du commerce et du contenu vendable. La diffusion directe sur Internet, c'est-à-dire la possibilité d'acheter instantanément un produit en vedette dans une vidéo diffusée en direct, est à l'avant-garde de ce type de contenu. Shopify s'est associé à TikTok pour permettre aux marchands de vendre en direct et pense que cette tendance va connaître une croissance énorme au cours des 12 prochains mois. Le streaming en direct est déjà un marché en croissance rapide qui devrait atteindre près de 224 milliards de dollars aux US, soit 198 milliards d'euros, d'ici 2028. D'août à octobre 2021, nous avons vu les installations d'applications de vente en direct augmenter de 40% par rapport aux 3 mois précédents, explique Kabara. Selon lui, cette technologie n'est pas seulement un canal de vente, mais un moyen extrêmement utile pour les marques de se connecter aux consommateurs, car la frontière entre le shopping et le divertissement s'estompe. Vente au détail hybride. En 2022, nous devrions nous attendre à ce que la plupart des parcours d'achat commencent en ligne, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent toujours s'y terminer. Dans de nombreux cas, la meilleure et la plus pratique des destinations d'un parcours d'achat en ligne est un magasin physique situé un peu plus loin, affirme Nick Brackenbury, PDG et fondateur de Near Street, une société spécialisée dans les technologies de vente au détail. Depuis de nombreuses années, les détaillants ont acquis une compréhension plus fine du parcours d'achat du client et de la manière dont il passe online ou offline, parfois plusieurs fois avant d'effectuer un achat. Cela a mis en évidence la nécessité d'un commerce de détail véritablement hybride adopté par les grands et les petits détaillants. Nous voyons de plus en plus de petits détaillants développer des modèles de vente au détail hybride en exploitant mieux les possibilités offertes par Internet pour compléter leur magasin physique
affirme Andrew Goodacre, PDG du British Independent Retailers Association. Une stratégie omnicanale peut se concrétiser par des rendez-vous d'achat en magasin afin d'améliorer l'expérience du consommateur, par l'accès à l'historique des ventes en ligne d'un client pour offrir des réductions en magasin, ou par le fait d'équiper les vendeurs de l'historique des commandes des clients afin qu'ils puissent partager des recommandations personnalisées. Dans le paysage commercial actuel, le magasin est devenu un canal de vente qui s'associe à Instagram, TikTok ou à la boutique en ligne, déclare Kabara. Les détaillants ne sont pas les seuls à bénéficier de l'adoption du modèle hybride. Les clients de 2022 souhaitent de plus en plus faire ces achats de cette manière. Les consommateurs optent pour le shopping hybride plutôt que strictement en ligne. 48% des personnes préférant le shopping hybride contre 39% l'année dernière. À la même époque, convient Mr. Biggs citant une étude de BCG sur les habitudes d'achat. Le commerce de détail hybride est tout simplement logique car la fréquentation continue de fluctuer en raison des restrictions et des préoccupations liées au Covid-19. Se débarrasser de l'approche cloisonnée et de la mentalité online versus offline est une grande opportunité pour les détaillants. Toutefois, la mise en place d'un modèle entièrement hybride n'est pas sans poser de problème. La technologie est à la base de la vente du détail hybride, mais pour s'épanouir, les clients doivent être sûrs à 100% que ce qu'ils veulent est disponible à proximité, explique Brackenbury. Cela signifie que pour faire apparaître leur stock en direct en magasin sur Google, sur Facebook et sur de nombreux autres réseaux sociaux, que nous devrons lancer des offres de commerce local en 2022. Pour les détaillants, se concentrer sur la façon d'offrir une expérience transparente intégrée et sans stress à leurs clients lorsqu'ils passent du monde numérique au monde physique et inversement doit être une priorité absolue pour 2022. La fidélisation, nouvelle frontière de la croissance. À l'heure où les comportements des consommateurs évoluent rapidement, l'expérience client est plus importante que jamais. Les marques devront donc redoubler d'efforts pour s'engager émotionnellement auprès des consommateurs et les fidéliser, déclare Kyle Monk, directeur du département Insight du British Retail Consortium. Avec l'augmentation du coût d'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation deviendra la première frontière de la croissance. La nouvelle frontière de la croissance, qu'il s'agisse de se concentrer sur la gestion de la réputation, d'offrir aux clients une plus grande flexibilité pour gérer leurs finances en proposant une gamme d'options de paiement telles que acheter maintenant, payer plus tard, ou d'exploiter le désir croissant de faire des achats locaux, les détaillants devront se concentrer sur la fidélisation des clients existants à l'approche de 2022. Pendant la pandémie, nous avons vu les recherches de stocks locaux alimentés par notre technologie, c'est-à-dire les acheteurs qui vont en ligne pour vérifier les stocks dans les magasins physiques locaux, atteindre plus de 4 fois leur niveau d'avant la pandémie et y rester, explique Brackenbury, soulignant l'importance de la tendance à faire des achats hyper locaux. Biggs est d'accord, citant une autre étude du BCG qui a montré que la fidélité des consommateurs aux fournisseurs régionaux et locaux a considérablement augmenté pendant la pandémie. Exploiter le pouvoir du local pour stimuler la fidélité, ainsi que chercher d'autres moyens de renforcer les relations avec les clients existants, sera crucial pour les détaillants qui cherchent à surmonter les vagues de changements dans l'année à venir. Les dépenses de consommation vont se resserrer en 2022. La nouvelle année commence avec un haut degré d'incertitude et des défis à relever. En tête de liste, la hausse des coûts associée à la prudence des consommateurs. Les détaillants doivent anticiper et planifier la hausse des prix en communiquant clairement avec les clients pour leur inspirer confiance, estime le BRC. Les inquiétudes autour de l'inflation et des dépenses de consommation se sont accumulées au cours des 12 derniers mois et même si nous devons rester prudents, nous savons qu'il existe une série de facteurs qui poussent les prix à la hausse à court terme, concède Biggs. Si nous pouvons rester prudemment optimistes quant au retour du sentiment et de l'appétit d'achat des consommateurs, le secteur du commerce de détail doit encore relever un défi difficile. En fin de compte, les détaillants individuels doivent toujours donner une raison forte aux consommateurs d'acheter, et cela sera particulièrement vrai alors qu'ils sont en concurrence avec le retour des restaurants, des divertissements et des voyages. Le marché du commerce social atteindra 1,2 milliard de dollars d'ici 2025, à lire sur fashionunited.fr en date du 6 janvier. Petite correction, dans le titre, il y a une coquille, c'est 1200 milliards de dollars d'ici 2025.
Une étude Accenture menée à l'été 2021 révèle un changement de paradigme dans les habitudes d'achat en ligne d'ici 2025. Plus un royaume de market. Les réseaux sociaux représentent ainsi une opportunité sans précédent pour l'e-commerce mondial, allant même jusqu'à challenger les gros acteurs du secteur au profit d'une expérience d'achat transversale. Une évolution déjà bien ancrée en Chine, où le commerce social a engendré 400 milliards de dollars en 2021 sur les plateformes Taobao, Live ou Xiaohongshu. Pardon pour la prononciation. L'étude Accenture souligne que les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus les principaux points d'entrée pour l'accès à l'information et au divertissement, et avec le développement de fonctionnalités comme Instagram Shopping, le commerce se développe aujourd'hui rapidement sur ces plateformes. D'ici 2025, 3 domaines seront particulièrement concernés par le commerce social: l'habillement, 18% du e-commerce traditionnel, l'électronique grand public, 13%, de la décoration d'intérieur, 7%. À noter que les achats de produits de beauté et bien-être via les réseaux sociaux devraient croître de 40% sur cette même période. Un sens de la communauté qui profite aussi aux petites entreprises. Selon Oliver Wright, Senior Managing Director chez Accenture et co-auteur de l'étude, le commerce social valorise les jeunes marques et les petites structures et force les gros acteurs à réévaluer leur pertinence dans un marché touchant des millions de personnes. Avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux, notamment les plateformes comme Facebook, Instagram ou WeChat, les petites et à moyennes entreprises profitent en effet de la confiance gagnée auprès de leur communauté pour faire connaître et vendre leurs produits depuis les réseaux sociaux. L'étude montre que plus de la moitié, 59%, des personnes interrogées se déclarent plus susceptibles de soutenir les petites et moyennes entreprises par la voie du commerce social plutôt que par les plateformes de e-commerce. Le commerce social favorise aussi la fidélisation. 63% des utilisateurs se disent prêts à acheter à nouveau auprès du même marchand via les réseaux sociaux. Une tendance qui participe à redéfinir l'écosystème du commerce social pour donner plus de pouvoir aux utilisateurs. Cajoo, Gorillaz, le quick commerce grignote déjà des parts de marché aux supérettes des villes, à lire sur bfmtv.com en date du 3 janvier. Avec plus d'une dizaine d'acteurs dans les grandes villes de France, le quick commerce a trouvé son public en un an à peine. Chaque mois, ces applications grignotent des parts de marché aux acteurs historiques. Cajoo, Gorillaz, Getir, Dija, Yengo Deli. En un an, plus de 10 acteurs du quick commerce rapide, ont débarqué dans les grandes villes françaises comme Paris, Lille, Lyon ou Bordeaux. Ces applications qui promettent de livrer leurs courses aux clients en seulement 10 minutes ont très rapidement rencontré leur public à tel point qu'elles grignotent déjà des parts de marché aux acteurs historiques. Pour s'en rendre compte, le cabinet Fox Intelligence a publié les volumes de commandes en Ile-de-France de certains acteurs du quick commerce, Dija, Getir, Col, Fling, Gorillaz, de Carrefour, Market et City, et de Franprix. En octobre 2021, le quick commerce représentait de 50% des volumes d'achats alimentaires contre à peine 20% en mai, une progression fulgurante. Ces services pourraient surtout concurrencer les supérettes qui pratiquent elles-mêmes aussi des prix élevés. Alors que ces enseignes de proximité étaient plébiscitées pendant le premier confinement, les supérettes, c'est-à-dire moins de 400 m², sont désormais en net recul en Europe de l'Ouest selon les données de Nielsen IQ. Leur chiffre d'affaires était en baisse de 2,8% en octobre 2021 comparé à l'année précédente. Un marché déjà très concurrentiel. Jamais un service ne s'était aussi rapidement déployé que le quick commerce. Ce succès fulgurant intéresse les distributeurs historiques qui ne veulent pas louper le coche. Carrefour s'est ainsi allié à Cajoo et Uber Eats pour lancer Carrefour Sprint, un service de livraison rapide proposant 2000 produits alimentaires et non alimentaires de marque nationale à marque Carrefour. Reste à savoir combien d'acteurs survivront dans ce marché déjà très concurrentiel, surtout que leur modèle économique n'est pas rentable. Avec une livraison facturée quelques euros seulement et des livreurs en CDI, il faudrait que chacun d'entre eux réalise une petite dizaine de livraisons par heure, ce qui paraît pour le moment impossible. PrestaShop, nous voulons devenir la plateforme e-commerce de référence dans le monde, à lire sur e-commercemag.fr en date du 5 janvier. Vous avez été racheté fin 2021 par MBE Worldwide, éditeur italien. Quelles vont être les synergies entre vos deux entreprises ?
En intégrant ce groupe, nous allons pouvoir développer une proposition de valeur encore plus intégrée. PrestaShop reste une entreprise française, filiale autonome du groupe, proposant différentes solutions qui viennent se connecter sur la plateforme. Paiement, logistique, marketing, stockage, pour permettre à nos marchands de vendre en ligne. Ce rachat est l'opportunité d'accélérer notre croissance dans les prochaines années via le soutien d'un acteur industriel de premier plan. Nous allons pouvoir conquérir de nouveaux clients, d'abord dans nos marchés historiques, notamment en Europe, France, Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et en Pologne, où nous comptons ensemble 600 000 clients et 1 million dans le monde, et renforcer ainsi notre leadership, mais aussi en Amérique latine. Les États-Unis et l'Australie sont deux marchés forts pour MBE. MBE compte aujourd'hui plus de 2800 sites dans 53 pays au service d'1 million de clients professionnels et plus de 12 000 partenaires. En 2020, elle totalisait 879 millions d'euros de ventes. Quelles sont vos dernières actualités ? En décembre, nous avons signé un partenariat stratégique avec Google. PrestaShop devient la première plateforme en Europe à s'intégrer nativement à l'environnement Google. L'enjeu est de connecter facilement nos boutiques aux différents produits Google. Ce module PrestaShop Marketing with Google permet aux 300 000 e-commerçants présents sur notre plateforme de connecter facilement leur boutique à Google et de promouvoir des produits auprès de millions d'acheteurs potentiels. Disponible en France et dans le monde, cette nouvelle solution permet d'afficher leurs produits sur Google en seulement quelques clics et d'être découvert par des millions d'internautes sur Google Search, l'onglet Shopping, YouTube, Google Images et d'autres réseaux. Les marchands peuvent créer des campagnes publicitaires Smart Shopping et revoir leurs mesures de performance sans quitter l'interface PrestaShop. Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ? Notre différence fondamentale réside dans notre proposition de valeur fondée sur l'open source. Une entreprise qui utilise PrestaShop est propriétaire de sa boutique, choisit où elle souhaite héberger ses données et a un accès à une liberté de choix en termes de personnalisation de sa boutique, que ce soit en termes d'expérience pour son client, d'intégration et d'outils technologiques existants. La scalabilité liée à la solution permet de déployer des catalogues de plusieurs dizaines de milliers de produits, supporter des pics d'activité, vendre à l'international. Quels sont vos axes stratégiques pour 2022 ? Notre objectif est de devenir la plateforme e-commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde. Nous allons continuer à intégrer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience client. Le deuxième axe est de développer des éditions qui vont permettre aux marchands d'avoir une expérience d'achat embarquée avec des services et des solutions technologiques pour se développer plus rapidement. Nous allons poursuivre notre développement à l'international avec de nouvelles équipes en Europe et continuer à grandir notre communauté, notamment notre réseau de partenaires agences qui sont les mieux placés pour accompagner la transformation digitale des entreprises. C'est quoi le Web 3, cette nouvelle version d'Internet qui fait parler d'elle ? À lire sur leséchos.fr en date du 3 janvier. Bien qu'il s'agisse encore d'un concept flou, le Web 3 est salué par ses partisans comme une version décentralisée d'Internet basée sur la blockchain, la technologie derrière de nombreuses crypto-monnaies. Le point dans ce CQFD. Moqué par certains pontes de la tech comme Elon Musk, encensé par les partisans des crypto-monnaies, le Web 3 déchaîne les passions depuis quelque temps dans l'univers de la tech. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept ? S'agit-il d'un simple buzzword à la mode ou d'une véritable nouvelle version d'Internet ? Voici ce qu'il faut savoir sur cette notion encore floue. Pourquoi le nom de Web 3 ? Le Web 3, version courte de Web 3.0, serait la nouvelle version du web succédant au web 1.0 et au web 2.0. Les plus âgés d'entre nous se souviennent bien du web 1.0, le web des débuts d'Internet, qui était un simple portail d'information assez désorganisé où l'on pouvait naviguer entre des pages statiques. L'ère du web 2.0 s'est ouverte à partir du milieu des années 2000, parfois surnommé web participatif. Le web 2.0 a vu émerger les plateformes et réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien comme Facebook, Google ou Amazon, ou encore d'autres services comme Uber ou Wikipédia. Le Web 3 a ainsi été nommé car il représenterait la prochaine évolution d'Internet. D'où vient ce concept ? On doit l'origine du concept à Gavin Wood, informaticien connu pour avoir cofondé Ethereum, une blockchain décentralisée en open source, disposant de sa propre crypto-monnaie, l'Ether, actuellement la deuxième du marché après le Bitcoin. Le Britannique qui a inventé le terme Web3 en 1994 dirige aujourd'hui la fondation Web3, chargée de soutenir les projets technologiques décentralisés, ainsi que Parity Technologies, société axée sur le développement de logiciels Web3.
Qu'apporterait ce Web3 ? Les défenseurs du Web3 soutiennent que les plateformes en ligne sont aujourd'hui trop centralisées et contrôlées par une poignée de grandes sociétés comme Amazon, Apple, Alphabet, la société mère de Google, ou Meta, la société mère de Facebook. Ces entreprises ont amassé de grandes quantités de données personnelles et de contenus sans que les utilisateurs en aient véritablement le contrôle. L'idée serait donc de redonner du pouvoir aux internautes en créant un web décentralisé où ceux-ci peuvent transporter leurs données d'un service à l'autre. Le Web 3 vise ainsi à supprimer les intermédiaires que sont les grandes entreprises tech. Quel rapport avec les crypto-monnaies ? Le Web 3 serait construit à partir de la blockchain. Cette technologie qui ne sert pas qu'aux crypto-monnaies, elle est aussi utilisée pour conclure des contrats ou contrôler le fonctionnement d'applications comme les DApp ou Decentralized Application. Pour rappel, il s'agit d'une sorte de registre qui contient la liste de tous les échanges effectués entre utilisateurs. Ce registre est décentralisé, c'est-à-dire stocké sur les serveurs des utilisateurs et très sécurisé car il repose sur un système cryptographique de validation par les utilisateurs à chaque transaction, d'où le nom de blockchain, chaîne de blocs. Dans le cas du Web3, cela permettrait de créer par exemple des actifs financiers sous forme de jetons pour assurer le fonctionnement interne de chaque service. Les plateformes seraient donc exploitées, détenues et améliorées par des communautés d'utilisateurs. Chaque internaute disposerait d'un seul compte personnalisé, créant un enregistrement sur la blockchain de toutes ses activités. Et par exemple, chaque fois qu'il publierait un message, il pourrait gagner un jeton pour sa contribution, lui donnant à la fois un moyen de participer au sein de la plateforme et un actif financier. Qu'en disent ses détracteurs ? Le concept de Web3 est encore taxé par ses détracteurs d'être trop flou et nébuleux. Cela ressemble plus à un mot marketing à la mode qu'à la réalité en ce moment, a lui-même lancé Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, pourtant connu pour être un crypto-enthousiaste. Le fantasque milliardaire a également tweeté, moqueur, « Quelqu'un aurait vu le Web3 ? Pas moyen de le trouver ». En réponse à ce tweet, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a répliqué « Il se trouve quelque part entre A et Z », une référence à peine voilée au fonds américain de capital risque Andreessen Horowitz, également connu sous le nom de A16Z et important investisseur dans le Web3. L'entrepreneur qui a récemment quitté son poste à la tête du réseau social doute en effet du potentiel du Web3 à redonner du pouvoir aux utilisateurs, estimant que les fonds de capital risque finiront par récupérer le contrôle. Vous ne possédez pas le Web3, les VC et leurs commanditaires, eux, le possèdent. Il n'échappera jamais à leur motivation. C'est finalement une entité centralisée avec une étiquette différente, soutient-il. Les sceptiques avancent également que ce concept est loin d'avoir donné toutes les preuves de son intérêt au-delà d'applications de niche, dont beaucoup sont les services destinés aux utilisateurs de crypto-monnaies. Enfin, les régulateurs font part de leur inquiétude concernant certains aspects du projet, en particulier la finance décentralisée ou DeFi, visant à rendre les usagers indépendants des banques. Cela pourrait favoriser le blanchiment d'argent. Pourquoi cette notion fait tout à coup parler d'elle ? La montée en puissance des NFT, ou jetons non fongibles, et des crypto-monnaies a aidé à propulser le Web3 sur le devant de la scène. Le concept a également fait parler de lui récemment quand un groupe de passionnés de crypto-monnaies s'est regroupé en un collectif pour tenter d'acheter un exemplaire original de la Constitution américaine, mise aux enchères par Sotheby's. Le groupe s'est pour cela constitué en DAO pour Decentralized Autonomous Organization, une organisation décentralisée dont les règles sont inscrites dans la blockchain. Par ailleurs, comme le note le New York Times, les investisseurs en capital risque se sont eux aussi entichés du Web3 et ont commencé à investir des milliards de dollars dans des projets comme la création d'applications dédiées. Bref, le Web3 commence à se concrétiser, mais doit encore faire ses preuves. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.